préparant cette intervention, je me suis demandé quel angle j'avais envie de prendre. Et je me suis dit, au fond, j'ai pensé à ma fille Anne, que je vous présente. Elle arrive sur le marché du travail en 2025. Et au fond, la question que je me pose, c'est quel environnement de travail on a envie de léguer à nos enfants. C'est vraiment de cet angle que je suis parti. Parce qu'il faut être lucide, ce n'est pas glorieux. Alors, je vais tâcher de le démontrer. Évidemment, tout être doué de raison est conscient d'un réchauffement climatique. Et il y a urgence à agir. Mais moi, je parle d'un autre réchauffement, peut-être au moins aussi important, il y a extrême urgence à agir, c'est ce que j'appelle le réchauffement neuronal. On parle d'infobésité, de surinformation, et qui est un fléau. Je pèse mes mots. Dans les entreprises, certains parlent de cancer silencieux. J'en suis intimement convaincu personnellement. Donc il y a extrême urgence à aller adresser cette problématique majeure. Oui, je parle d'assèchement mental, d'appauvrissement de ressources cognitives en entreprise, dans certaines entreprises. Et il y a vraiment urgence à traiter ce fléau. Alors, saviez-vous, par exemple, qu'avec la transformation digitale, un cadre reçoit 10 fois plus d'informations qu'il y a 15 ans. D'accord ? On est face à un tsunami informationnel. Saviez-vous également que le volume d'informations numériques double tous les 4 ans ? Tous les 4 ans. La courbe est exponentielle. Saviez-vous également qu'en moyenne, nous tripotons nos doudous 150 fois par jour ? Peut-être que si j'interroge ici dans cette salle, depuis que la conférence a démarré, est-ce que vous avez éventuellement jeté un œil à votre smartphone ? Alors, c'est tout sauf neutre sur la distraction digitale, et on va y revenir. Il y a 22% des Français qui sont nomophobes, qui ont peur de perdre leur téléphone portable. Et ça génère un syndrome qui s'appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, qui est un syndrome d'angoisse lié au fait que je vais sûrement rater une information. Donc il y a une surcharge, une infobésité absolument extraordinaire dans les organisations qui est véritablement du registre du fléau. On continue le diagnostic. En moyenne, ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est les chercheurs qui prétendent que nous sommes stables attentionnellement, pas plus de 3 minutes au travail. C'est dramatique. Gloria Mark, une chercheuse américaine, a travaillé sur la distraction digitale et elle a démontré qu'en moyenne, il nous fallait à peu près 23 minutes pour se reconcentrer sur la tâche au bureau. Donc imaginez le désastre. Saviez-vous également qu'en moyenne, ça c'est un chiffre moi, qui me glace, 40% du temps des cadres dans les entreprises sont consacrés à la gestion de l'information. Mais alors on marche sur la tête, je veux dire. C'est donc l'outil de travail, les mails, les SMS qui dicteraient la manière dont on travaille. 40% du temps de travail des cadres est consacré au traitement de l'information. Alors, cette surcharge informationnelle a des coûts. Et des chercheurs, un cabinet américain a valorisé le coût économique de la surcharge informationnelle à 900 milliards de dollars par an. Si on dézoome un petit peu, l'OMS estime qu'en 2020, les maladies mentales auront un coût supérieur aux maladies de type cancer, diabète et maladies respiratoires en 2020. C'est demain. Donc il y a urgence. Il y a urgence. Alors, je reviens à ma question qui m'obsède. Quel environnement de travail voulons-nous laisser à nos enfants ? Alors, j'ai envie de partager une conviction avec vous qui n'engage que moi. Moi, je suis intimement convaincu que l'entreprise est probablement l'ultime espace d'accomplissement. On parlait d'espace tout à l'heure et je vais tâcher de le démontrer. C'est sûrement un peu provoque, mais quand je regarde la faillite de la famille, de l'école, de l'État, de l'Église, à condition d'une profonde transformation, je suis convaincu que l'entreprise sera peut-être spirituelle. En tout cas, elle peut être un lieu formidable de développement personnel, d'accomplissement, de développement, de montée en compétences, de connexion sociale, etc., etc. Et donc, dans cette vision, il me semble qu'une approche intéressante pour se régénérer au travail, c'est la méditation. La méditation en pleine conscience au bureau. Alors, peut-être pour démystifier, elle en a besoin, je crois, la méditation,
Faisons un petit sondage rapidement. Qui parmi vous dans cette salle s'est déjà rendu compte qu'au bout d'un trajet, je m'aperçois que je suis déjà arrivé sans m'en rendre compte? Levez la main tranquillement, à qui ça peut arriver. Et observez-vous autour de vous. Ok, très bien, rien de grave. Deuxième illustration, est-ce qu'il vous arrive, comme moi, parfois, d'avoir des pensées ruminatives ou des émotions difficiles avec lesquelles je vis, ou alors des pensées projectives, etc. Levez la main tranquillement, ça vous arrive de temps en temps. Okay. Donc c'est absolument normal, ce vagabondage mental est tout à fait naturel. Mais il peut devenir problématique quand il nous empêche d'être véritablement présents. Alors de quoi parlons-nous? Une définition toute simple. La mindfulness, ou la méditation de pleine conscience, est un entraînement de l'esprit à centrer son attention dans l'instant, moment après moment, et ce, sans jugement, sans chercher à évaluer ou comparer, vraiment suspendre sa tentation de se juger et juger les autres en permanence. C'est aussi une manière, au fond, de retrouver ou de régénérer un esprit calme, apaisé, peut-être plus lucide, au fond. Alors certains médias surfent sur la vague et se disent « c'est une révolution, la mindfulness ». Personnellement, je pense que c'est une révolution qui dure depuis 2500 ans, puisque la méditation prend ses sources sur les bords du Gange avec le bouddhisme ou dans la Grèce antique. Et d'ailleurs, méditer en grec, ça vient de mélété, qui veut dire entraînement, exercice, ou de médéo, prendre soin de soi. Voilà, donc il n'y a pas de révolution. Simplement, il y a une forme moderne et laïque de méditation qui, je crois, a toute sa place dans l'entreprise. Alors, au pays de Descartes, on mène des recherches avec des chercheurs, mais nous ne sommes pas des chercheurs, on a voulu en savoir plus. On a voulu véritablement comprendre et mesurer les bénéfices de la méditation au travail en entreprise. Donc on a proposé à des sociétés volontaires, courageuses, audacieuses, de proposer à une partie de leur population de suivre 8 fois 1h30 de méditation, d'entraînement à la méditation, au bureau. D'accord ? On a fait ça auprès de sociétés françaises et américaines basées en France. Et j'aimerais, alors on a une foultitude de résultats qui seraient passionnants à développer, mais je voudrais me centrer sur 3 résultats en lien avec notre sujet, comment se régénérer au travail. De manière assez évidente, les chercheurs nous disent que 2/3 des volontaires méditants ont vu leur niveau de stress baisser significativement. 3/4, et c'est là où ça devient intéressant, 3/4 des personnes volontaires ont déclaré un niveau d'attention significativement supérieur au groupe contrôle. D'accord ? Et enfin, plus de 80% des participants ont vu leur niveau de flexibilité psychologique augmenter significativement. Qu'est-ce qu'on entend par flexibilité psychologique? C'est tout simplement la capacité à identifier une pensée jugée comme perturbatrice pour mieux s'en dégager et se recentrer sur la tâche ou la relation. Voilà donc 3 exemples qui démontrent que la méditation en pleine conscience est une option possible, pas de prosélytisme, est une option possible pour se régénérer de manière autonome au travail. Alors, pour dézoomer un petit peu plus, je vais donner un dernier élément de recherche scientifique. On connaît peut-être tous le professeur en psychologie Richard Davidson de l'université de Madison en Wisconsin, qui était le premier à démontrer les effets de la méditation et les bénéfices de la méditation. C'est lui qui a mis des moines dans des IRM et qui a observé les zones du cerveau en lien avec l'attention et les émotions. Et pour le faire très simple, plus on médite, plus on active notre système nerveux parasympathique qui, lui, décuple le nerf vague et qui libère un certain nombre d'hormones du bonheur ou du lien social comme l'ocytocine. Donc voilà, maintenant il n'y a plus de débat sur l'impact de la méditation en pleine conscience au travail. La question peut-être qui peut être posée, c'est comment on peut s'y prendre. Et là, le corpus d'études scientifiques depuis plus de 15 ans, maintenant presque 20 ans, démontre un certain nombre de bienfaits, comme méditer, ça permet de se régénérer, mais à son rythme. Dans la recherche que nous avons menée en France, certains nous disaient « moi, je médite 3 minutes, plusieurs fois par jour, et ça me fait une pause, ça me génère énormément de bienfaits. » L'autre bénéfice, c'est que ça permet d'ouvrir le champ du possible, au fond, et de nourrir ce champ cognitif, et au fond,
d'avoir plus d'options et de choix dans les options. Et c'est ça qui est aussi intéressant, je trouve, au bureau. Également, la fameuse charge de travail, elle ne change pas fondamentalement, mais c'est notre rapport à la charge de travail qui permet d'être appréhendé de manière beaucoup plus positive avec la pratique méditative. Évidemment, méditer, ça permet aussi de stabilité, ça permet en fait de générer davantage de stabilité attentionnelle, de se centrer davantage, donc d'être plus concentré au fond, et donc plus efficace in fine. Ça permet également de décider de manière peut-être plus lucide, plus rapide, et enfin, peut-être essentiel, à mon sens, la pratique méditative au bureau permet de se déconnecter digitalement, peut-être pour mieux se reconnecter à soi et aux autres. Et c'est peut-être probablement le bénéfice le plus intéressant, à mon sens. Alors, je crois vraiment que nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas l'ampleur du fléau et que nous savons aujourd'hui qu'il existe des options. Et parmi ces options intéressantes, peut-être la pratique méditative laïque au bureau. Alors, on va tâcher de l'illustrer parce que ce qui est intéressant, c'est de regarder les pratiques en entreprise. La liste n'est pas exhaustive et je pense que toutes les semaines ou tous les mois, de nombreuses entreprises proposent à leurs collaborateurs, sur la base du volontariat, de se mettre à l'entraînement méditatif. On a travaillé par exemple avec des gens comme Volvo Trucks, Sanofi, Baxter, PepsiCo et d'autres. Vous le voyez, la méditation pleine conscience, ce n'est pas que l'affaire des startups californiennes de type Google, Twitter ou LinkedIn. C'est en train d'arriver aussi dans des entreprises absolument classiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'ampleur. Je voudrais aussi vous dire que ce genre d'approche peut faire peur. On a rencontré des dirigeants qui rejetaient ce genre d'approche. Et il faut le respecter, il faut absolument le respecter. Et en même temps, l'exemple vient souvent du haut. Je voudrais vous citer quelques exemples de grands dirigeants. Je pense à William Ford, donc le patron du groupe Ford automobile. Je pense à Bob Shapiro, l'ancien grand patron de Monsanto. Je pense à William George, donc membre du conseil d'administration de la banque Goldman Sachs, ou Jay Nirsimlu, l'actuel président du directoire de KPMG. Donc voilà, des grands dirigeants se mettent à la pratique méditative, et je pense que c'est tout sauf neutre. On peut zoomer un petit peu plus. Prenons le cas de Google. Peut-être que vous avez entendu parler de leur initiative qui date de 2007, où ils ont proposé un programme, Search Inside Yourself, un programme de pratique méditative et de pratique du silence auprès de leurs employés. Là, plus de 1000 collaborateurs ont suivi ce programme. Google propose des salles de silence et de méditation à New York, Londres, Sydney, etc., etc. Donc, c'est intéressant de regarder ce mouvement. TELUS, qui est un opérateur de télécom au Canada, ou Ericsson également, propose des salles de silence et de méditation. Donc, voilà des exemples de pratiques qui rentrent dans l'entreprise. Et pour dézoomer encore un petit peu, et là je voudrais rentrer dans un cadre, peut-être donner un peu de perspective, ce qu'on appelle nous l'entreprise positive, qui est un modèle parmi d'autres, intéressant, inspirant. Voilà 4 exemples d'entreprises sur lesquelles je voudrais juste commenter. Gore-Tex, 10 000 collaborateurs, il n'y a pas de chef, pas de N-1, pas de N-2, il y a des associés qui élisent leur leader et le CEO. D'accord ? Les gens fonctionnent comment ? En équipe autonome. Voilà. L'entreprise libérée, l'entreprise positive, c'est un exemple. 10 000 collaborateurs. IDEO, boîte de design américaine absolument performante. Tim Brown, un des patrons, je crois que c'est le CEO actuel, a instauré, ou même avant lui, je crois, a instauré le helping culture, la culture de l'entraide comme une norme fondamentale, une valeur fondamentale de l'entreprise. Donc il demande à ses collaborateurs de proposer, de donner, de recevoir et d'accepter de l'aide des uns et des autres. La culture de l'entraide. Prenons Zappos, valorisé $1 milliard, revendu par Tony Hsieh, son fondateur, au groupe Amazon. Et ce qui est intéressant, c'est que pour lui, sa priorité numéro 1 absolue à Tony Hsieh, c'est le bonheur de ses collaborateurs. Et il fait un lien direct entre le bonheur et la performance. Prenons enfin MetLife, leader mondial des assurances. Ils ont fait de l'optimisme un critère discriminant pour recruter
leurs vendeurs. Ils ont mesuré avec Martin Seligman, un grand chercheur, que les vendeurs optimistes étaient 57% plus performants que les moins pessimistes. Donc voilà. S'il fallait encore démontrer, mais je crois que ce n'est plus la peine, encore qu'il y a un lien intrinsèque, avéré, évident, scientifiquement prouvé entre le bonheur et la performance, les collaborateurs les plus heureux sont 31% plus productifs et 3 fois plus créatifs que les autres. Voilà. J'en terminerai en répondant à ma fille Anaë. Tu vois, il y a une option possible et que l'entreprise positive demain est une option possible. Une entreprise qui serait un espace d'accomplissement fait de liberté, de santé globale, de performance optimale et d'accomplissement, à la fois pour toi, Anaë, ta génération et les générations qui suivent. Merci beaucoup pour votre belle présence.